Imaginez un homme, un guerrier légendaire, un roi peut-être, étendu au fond d'une fosse sombre. Autour de lui, le sol grouille de vie, mais d'une vie qui rampe et siffle. Des serpents. Des dizaines, peut-être des centaines de serpents venimeux. Leur corps écailleux glisse sur sa peau nue. Il sent leur langue fourchue effleurer son visage. Les premières morsures sont venues rapidement, des piqûres de feu qui se propagent dans ses veines comme du métal en fusion. Mais cet homme ne hurle pas. Il ne supplie pas. Au lieu de cela, il chante. Il chante les exploits de sa vie, les batailles qu'il a gagnées, les terres qu'il a conquises, les femmes qu'il a aimées. Et dans les derniers vers de son chant mortel, il prononce une prophétie qui glacera le sang de ses bourreaux. Les porcelets grogneraient s'ils savaient ce que souffre le vieux sanglier. Ces mots résonnent dans la fosse alors que le poison fait son œuvre. Au-dessus, sur le rebord de cette tombe vivante, le roi Elela de Northumbrie regarde avec satisfaction. Il vient d'exécuter le plus célèbre des Vikings, le légendaire Ragnar Lodbrok. C'est l'année 865 de notre ère, et le roi saxon pense avoir remporté une victoire définitive. Il pense que la mort de Ragnar marquera la fin des raids vikings sur ses côtes. Il a tort. Terriblement, cataclysmiquement, historiquement tort. Car ce que le roi Elela ne sait pas encore, c'est qu'il vient de déclencher une tempête de vengeance qui submergera son royaume entier. Il vient de signer son propre arrêt de mort de la manière la plus atroce qu'on puisse imaginer. Et il vient de donner naissance à ce que les chroniques anglo-saxonnes appelleront la Grande Armée païenne, une force d'invasion qui changera le cours de l'histoire britannique pour toujours. Ceci est l'histoire de la vengeance. Ceci est l'histoire de comment les bourreaux de Ragnar ont payé pour leurs crimes. Et croyez-moi, ils ont payé cher. Très, très cher. Mais avant de plonger dans ce récit de sang et de fureur, si vous appréciez d'explorer les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour plus de contenu comme celui-ci. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous nous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. La mort de Ragnar, quand un roi devient légende. Pour comprendre la fureur qui va s'abattre sur l'Angleterre, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Ragnar Lodbrok. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Ragnar existe quelque part entre l'histoire et la légende, comme une silhouette floue à la frontière entre le mythe et la réalité. Les sagas islandaises, écrites des siècles après sa mort présumée, le décrivent comme un roi viking de Suède et du Danemark, un guerrier sans égal, un homme qui a mené des raids depuis la Baltique jusqu'en Méditerranée. Selon ces textes, Ragnar n'était pas n'importe quel pillard. Il était celui qui avait assiégé Paris en 845, celui qui avait extorqué 7000 livres d'argent au roi Charles le Chauve de France pour épargner la ville. Il était le père d'une dynastie de guerriers dont les noms résonneraient à travers l'histoire viking, Ivar le Désossé, Bjorn Côte de Fer, Witserk le Rapide, Hub le Fidèle, et Sigurd Œil de Serpent. Mais combien de cette histoire est vraie? Les historiens modernes débattent encore. Ce qui est certain, c'est que dans les années 860, un chef viking d'une importance considérable a mené un raid audacieux sur la côte de l'Angleterre, ciblant la Northumbrie. La Northumbrie, à cette époque, n'était pas le royaume uni et puissant qu'elle avait été autrefois. C'était un royaume déchiré par la guerre civile, affaibli par les querelles internes entre nobles rivaux. Le roi Elela et son rival Osbert se disputaient le contrôle, leurs guerres intestines laissant les défenses côtières vulnérables. C'était exactement le genre de situation que les Vikings savaient exploiter. Ragnar, selon les sagas, voyait là une opportunité en or. Il rassembla une flotte, pas énorme, mais suffisamment grande pour faire du dégât. Les chroniques parlent de seulement 2 ou 3 navires, ce qui suggère qu'il s'agissait d'un raid rapide, pas d'une invasion en règle. Mais quelque chose tourna mal. Peut-être que les vents étaient contre lui. Peut-être que les défenseurs saxons étaient mieux préparés qu'ils ne le pensaient. Les sagas racontent que ces navires se brisèrent dans une tempête au large de la côte de Northumbrie, que ses guerriers furent dispersés, et que Ragnar lui-même, séparé de ses hommes, fut capturé par les forces du roi Elela. Imaginez la scène. Ragnar Lodbrok, le fléau des chrétiens, le pilleur de Paris, le terreur du Nord, traîné enchaîné devant un roi saxon dans sa propre salle de trône. Elela devait savourer ce moment. Il avait capturé un des vikings les plus infâmes de son époque. C'était l'occasion de faire un exemple, d'envoyer un message à tous les Nordiques qui osaient attaquer les terres chrétiennes. Mais Elela ne s'est pas contenté d'une exécution ordinaire. Il ne l'a pas décapité rapidement. Il ne l'a pas pendu. Non, Elela a choisi quelque chose de bien plus cruel, quelque chose qui garantirait que la mort de Ragnar serait lente, agonisante et humiliante. Il a choisi la fosse aux serpents. Cette méthode d'exécution était rare même pour l'époque, un châtiment réservé aux criminels les plus vils ou aux ennemis les plus détestés. Une fosse profonde était creusée dans le sol, et dedans, on lâchait des serpents venimeux, des vipères probablement,
des créatures dont le venin pouvait paralyser et tuer en quelques heures. Le condamné était déshabillé et jeté dans cette fosse vivante. Les sagas nous donnent des détails macabres. Ragnar, selon ses récits, fut dépouillé de ses vêtements et jeté dans la fosse. Les serpents, dérangés et affamés, se jetèrent sur lui immédiatement. Morsure après morsure, le venin se répandait dans son corps. Mais Ragnar, même dans l'agonie, refusa de céder. Il chanta sa mort chanson, une kvi, un poème épique racontant ses exploits. Chaque vers était un défi à Hellela, une déclaration que même dans la mort, il restait invaincu en esprit. Et puis vinrent les mots qui entraient Hellela jusqu'à sa propre mort horrible. Gruniru grisir, efgaltarak vici. Les porcelets grogneraient s'ils savaient ce que souffre le vieux sanglier. C'était plus qu'une simple métaphore poétique. C'était une malédiction. Une promesse. Ragnar appelait ses fils, les porcelets, à venger leur père. Il leur disait, à travers le temps et l'espace, que leur père mourait dans la torture, et qu'ils devaient répondre avec une fureur proportionnelle. Le roi Hellela, debout au bord de la fosse, regardait le viking mourir. Il voyait les convulsions, entendait les derniers chants s'affaiblir, puis le silence. Ragnar Lodbrok était mort. Le roi saxon se retourna, satisfait, convaincu qu'il avait éliminé une menace. Mais dans les profondeurs glacées de la Scandinavie, dans les halls de bois des guerriers nordiques, quelque chose se préparait. La nouvelle de la mort de Ragnar voyageait déjà vers le nord, portée par les survivants du raid qui avaient réussi à s'échapper. Et quand cette nouvelle atteindrait les fils de Ragnar, le monde tremblerait. L'hiver 865 fut particulièrement rigoureux en Scandinavie. La neige tombait épaisse sur les fjords norvégiens, sur les forêts denses du Danemark, sur les plaines suédoises. Dans les longues maisons, les familles se rassemblaient autour des feux, racontant des histoires pour passer les longues nuits sombres. Mais dans certaines de ces maisons, l'atmosphère n'était pas à la célébration. Dans les halls des fils de Ragnar, le deuil et la rage se mêlaient dans un cocktail toxique qui promettait la destruction. Les sources nous donnent des noms différents et parfois contradictoires pour les fils de Ragnar, mais les principaux acteurs de notre histoire sont clairs. Il y avait Ivar, surnommé le Désossé, un surnom dont la signification reste débattue. Certains historiens pensent qu'il souffrait d'une maladie osseuse qui le rendait incapable de marcher normalement, le forçant à être porté au combat sur un bouclier. D'autres suggèrent que Désossé était une métaphore pour sa flexibilité tactique, sa capacité à s'adapter à n'importe quelle situation de combat. Quoi qu'il en soit, Ivar était de loin le plus intelligent, le plus rusé, le plus dangereux des frères. C'était le stratège, l'esprit derrière la machine de guerre qui allait bientôt déferler sur l'Angleterre. Puis il y avait Bjorn, souvent appelé Côte de Fer, un guerrier dans la tradition la plus pure. Grand, puissant, féroce au combat, Bjorn était le bras armé de la famille. Si Ivar était le cerveau, Bjorn était le poing. Les sagas le décrivent comme presque invincible au combat, ses côtes supposément protégées par une armure naturelle ou par la magie. C'était probablement une exagération poétique, mais elle capturait son essence. Bjorn était indestructible, implacable, une force de la nature. Hub, le troisième frère, était le diplomate. Moins impulsif que Bjorn, moins calculateur qu'Ivar, Hub était celui qui pouvait parler aux autres chefs vikings, qui pouvait forger des alliances, qui comprenait la politique autant que la guerre. Il serait crucial dans les années à venir pour maintenir la cohésion de l'armée viking massive qui allait conquérir l'Angleterre. Hvitserk, dont le nom signifie chemise blanche, était le plus jeune et le plus sauvage. Les sagas le décrivent comme presque berserk dans sa férocité, un guerrier qui se jetait dans la bataille sans peur ni retenue. Il représentait la rage pure des vikings, la fureur nordique qui terrifiait les chrétiens. Et enfin, certaines sources mentionnent Sigurd de Serpent, bien que son rôle dans la grande armée païenne soit moins clair. Selon certains récits, il aurait été tué par ses frères avant l'invasion, victime d'une querelle familiale. Selon d'autres, il aurait participé aux premières campagnes avant de retourner en Scandinavie. Quand la nouvelle de la mort de leur père arriva, ces hommes étaient dispersés à travers le monde nordique. Ivar était probablement en Irlande, où il avait établi une base de pouvoir considérable autour de Dublin. Bjorn était peut-être en Suède ou au Danemark, consolidant ses propres territoires. Mais la nouvelle les atteignit tous, portés par les marchands, les voyageurs, les survivants du raid de Ragnar. Et la nouvelle n'était pas simplement que Ragnar était mort, c'était comment il était mort. La fosse aux serpents. La torture. L'humiliation délibérée d'un grand guerrier viking. Pour comprendre la réaction des fils, il faut comprendre la culture viking de l'honneur. Dans le monde nordique, la mort au combat était glorieuse. Mourir l'épée à la main garantissait l'entrée au Valhalla, la salle d'Odin où les guerriers tués festoyaient éternellement et s'entraînaient pour le Ragnarök. Mais mourir dans une fosse, sans armes, dévoré par des serpents? C'était la pire mort possible. C'était une négation complète de tout ce qu'un guerrier représentait. Et cela exigeait une vengeance proportionnelle.
Les sagas décrivent une scène dramatique où les frères se réunissent. Ivar, le calculateur, reste apparemment calme, mais ses mains serrent si fort le bois de sa chaise que ses jointures blanchissent. Bjorn, le guerrier, rugit sa rage et brise une table d'un coup de poing. Hvitserk jure de boire le sang des LLA. Hub pleure ouvertement, non par faiblesse, mais par respect pour leur père. C'étaient des réactions humaines, des émotions brutes, mais elles allaient bientôt être canalisées en quelque chose de beaucoup plus dangereux, une campagne militaire d'une ampleur sans précédent. Car les fils de Ragnar ne voulaient pas simplement tuer LLA. Ils voulaient détruire son royaume. Ils voulaient effacer la Northumbrie de la carte. Ils voulaient faire un exemple si terrible, si complet, que personne n'oserait jamais plus toucher un cheveu d'un chef viking. Et pour cela, ils auraient besoin de bien plus que leurs propres guerriers. Ils auraient besoin d'une armée. Pas une bande de raids ordinaires, mais une force d'invasion capable de conquérir des royaumes entiers. C'est ainsi que commença la convocation. Les messagers furent envoyés à travers tout le monde scandinave. De Norvège, du Danemark, de Suède, même des colonies vikings en Irlande et en Écosse. Le message était simple mais puissant. Les fils de Ragnar Lodbrok appellent tous les guerriers à se joindre à eux pour venger leur père. Il y aurait du butin. Il y aurait de la gloire. Il y aurait des terres à conquérir et à coloniser. Mais surtout, il y aurait la vengeance. La réponse fut stupéfiante. Des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de guerriers commencèrent à affluer vers les points de rassemblement. C'étaient des hommes de tous âges et de tous horizons. De jeunes guerriers cherchant à faire leurs preuves. Des vétérans scarifiés cherchant une dernière grande aventure. Des chefs mineurs espérant gagner prestige et richesse. Des exilés, des criminels, des aventuriers, des croyants dévoués d'Odin cherchant la gloire au Valhalla. Tous convergèrent vers ce qui allait devenir la grande armée païenne. Les historiens modernes débattent de la taille exacte de cette armée. Les estimations vont de 1000 à 3000 guerriers, peut-être plus si on compte les non-combattants, les femmes, les esclaves, les artisans qui accompagnaient toujours une force viking majeure. 3000 ne semble pas énorme selon les standards modernes, mais pour l'époque, c'était colossal. Les raids vikings typiques impliquaient des dizaines ou au maximum quelques centaines d'hommes. Une force de 1000 guerriers ou plus était sans précédent. Et ce n'était pas seulement la taille qui était impressionnante, c'était l'organisation. Les fils de Ragnar, en particulier Ivar, comprirent quelque chose que peu de chefs vikings avant eux avaient saisi. Pour conquérir l'Angleterre, ils ne pouvaient pas se contenter de raids hit and run. Ils devaient rester, hiverner, construire des bases, être mobiles à l'intérieur des terres. Cela signifiait qu'ils auraient besoin de chevaux, quelque chose que les vikings ne possédaient généralement pas en grand nombre. Cela signifiait qu'ils auraient besoin de provisions pour des campagnes de plusieurs années. Cela signifiait une logistique complexe. Mais avant de partir, il y avait les rituels. Les Vikings étaient profondément religieux à leur manière. Avant une entreprise majeure comme celle-ci, ils devaient s'assurer que les dieux étaient de leur côté. Des sacrifices furent offerts à Odin, le père de tous, le dieu de la guerre et de la sagesse. Des esclaves, des animaux, peut-être même des prisonniers de guerre furent sacrifiés. Leurs corps furent suspendus aux arbres sacrés, leur sang versé sur les autels de pierre. Les Völva, les femmes chamanes, entrèrent en transe et prononcèrent des prophéties. Les runes furent jetées et lues. Et les signes, apparemment, étaient favorables. Les dieux approuvaient la vengeance. Odin lui-même, disaient les prêtres, attendait avec impatience le festin de sang qui allait suivre. À l'été 865, tout était prêt. Une flotte de navires, peut-être des dizaines, peut-être plus d'une centaine selon certaines sources, se rassembla sur les côtes danoises. Les Drakar, ces navires de guerre vikings emblématiques avec leurs proues sculptées en forme de dragon, étaient chargés d'armes, d'armures, de provisions. Les guerriers vérifiaient leurs épées, leurs haches, leurs boucliers. Les forgerons travaillaient jour et nuit pour équiper l'armée. Les femmes tissaient les voiles, préparaient la nourriture séchée qui nourrirait les hommes pendant le voyage. Et puis, par une matinée claire, avec le vent soufflant du nord-est, la flotte leva l'ancre. Les rames plongèrent dans l'eau en rythme, les voiles se gonflèrent, et la grande armée païenne mit le cap vers l'ouest. Vers l'Angleterre. Vers la vengeance. Vers le destin. Sur le pont du navire de tête, Ivar le désossé regardait l'horizon. On raconte qu'il souriait. C'était un sourire froid, calculateur, le sourire d'un homme qui savait exactement ce qui allait se passer. Il avait un plan. Et ce plan allait changer l'histoire britannique pour toujours. Le roi LLA de Northumbrie n'avait aucune idée de ce qui se dirigeait vers lui. Mais il allait le découvrir. Oh oui, il allait le découvrir de la manière la plus atroce possible. La grande armée païenne n'était pas simplement une bande de raiders vikings comme les Anglais en avaient vu des dizaines auparavant. C'était une coalition militaire d'une ampleur et d'une sophistication qui n'avait jamais été vue dans le monde nordique. Pour vraiment comprendre ce qui la rendait si différente, si dangereuse,
nous devons examiner non seulement sa taille mais aussi sa composition, sa structure et son objectif. Les chroniques anglo-saxonnes, notre source principale pour ces événements, utilisent le terme Misel en Ír, la grande armée païenne. Le mot Ír en vieil anglais désignait une force d'invasion de plus de 35 hommes, selon les codes de loi de l'époque. L'utilisation du qualificatif grande n'était donc pas une exagération poétique mais une reconnaissance que cette force dépassait de loin tout ce que les Saxons avaient affronté auparavant. Mais qu'est-ce qui rendait cette armée vraiment grande? Les historiens modernes ont longtemps débattu de ses effectifs réels. L'historien britannique Peter Sawyer, dans les années 1970, a proposé une estimation minimaliste d'environ 1000 hommes, basée sur le nombre de navires mentionnés dans les chroniques et en supposant environ 32 guerriers par navire. D'autres historiens, examinant les preuves archéologiques et la capacité logistique de l'époque, suggèrent des chiffres beaucoup plus élevés, entre 2000 et 5000 guerriers. La vérité se situe probablement quelque part entre ces extrêmes. Une découverte archéologique majeure à Repton, dans le Derbyshire, a révélé un camp viking datant des années 870 qui contenait les restes de plusieurs centaines d'individus. Ce n'était qu'une partie de l'armée, stationnée dans un seul endroit, ce qui suggère que les effectifs totaux étaient effectivement substantiels. Mais plus important que les chiffres bruts était la nature de cette force. Ce n'étaient pas juste des guerriers. Les fouilles à Repton ont révélé des preuves de fusailloles et d'autres outils pour fabriquer des textiles, suggérant la présence de femmes. Il y avait des preuves de commerce, d'artisanat, de vie quotidienne. La grande armée païenne n'était pas venue pour un raid rapide. Elle était venue pour rester. Et c'est ce qui la distinguait fondamentalement des raids vikings précédents. Depuis la fin du 8e siècle, les vikings avaient terrorisé les côtes européennes avec des attaques éclairs. Ils arrivaient avec la marée du matin, brûlaient un monastère, pillaient ce qu'ils pouvaient porter, et repartaient avant que les forces de défense locales ne puissent se mobiliser. C'était une tactique de guérilla maritime brillante, exploitant la supériorité navale viking et l'élément de surprise. Mais la grande armée païenne représentait une évolution de cette stratégie. Son objectif n'était pas le pillage mais la conquête. Pas le butin temporaire mais l'occupation permanente. Cette distinction cruciale explique pourquoi la composition de l'armée était si diverse. Elle comprenait non seulement des guerriers d'élite mais aussi une infrastructure de soutien complète. Il y avait des forgerons pour réparer les armes et les armures. Des charpentiers pour construire des fortifications. Des commerçants pour gérer le butin et organiser les approvisionnements. Des esclaves pour le travail manuel. Et probablement des familles entières de colons potentiels, attendant de s'installer sur les terres que l'armée conquérait. Le leadership de cette force était tout aussi remarquable. Les fils de Ragnar, Ivar, Bjorn, Hub et Hvitserk, formaient le noyau du commandement, mais ils n'étaient pas seuls. D'autres chefs vikings de haut rang s'étaient joints à l'expédition, attirés par la promesse de richesse et de gloire. Des sources ultérieures mentionnent des noms comme Halfdan Ragnarsson, un autre fils possible de Ragnar, et divers jarls scandinaves dont les noms ont été perdus dans l'histoire. Ces hommes n'étaient pas des subordonnés passifs. Ils commandaient leur propre contingent de guerriers et avaient leur propre voix dans les décisions stratégiques. La grande armée était donc une coalition, maintenue ensemble par un objectif commun et par le prestige des fils de Ragnar, mais potentiellement fragile si ces liens se relâchaient. Cette structure de commandement coalitionnel exigeait une diplomatie constante et des objectifs partagés clairs. Le désir de vengeance pour Ragnar fournissait ce ciment initial, mais Ivar le Désossé, avec son intelligence politique, comprenait qu'il faudrait plus que la vengeance pour maintenir une armée de cette taille unie pendant des années. Il faudrait du butin, des victoires régulières, et finalement, des terres à partager. La préparation de cette expédition dut prendre des mois. Rassembler des milliers d'hommes, équiper une flotte, accumuler des provisions pour un voyage transmaritime et une campagne prolongée, tout cela nécessitait une logistique sophistiquée qui défiait l'image stéréotypée des Vikings comme de simples barbares. Les fils de Ragnar ne lançaient pas un raid impulsif. Ils organisaient une invasion planifiée avec une précision presque romaine. Les rituels religieux qui accompagnèrent ces préparatifs étaient essentiels. Les Vikings de cette époque étaient profondément spirituels, croyant fermement que le succès au combat dépendait du soutien des dieux. Odin, le père de tous, était le dieu principal de la guerre et de la sagesse, et c'est à lui que les guerriers se tournaient avant une grande bataille. Les sacrifices offerts étaient substantiels. Des animaux, certainement, des chevaux, des taureaux, peut-être des sangliers. Mais pour une entreprise de cette importance, il est probable que des sacrifices humains aient également été pratiqués. Des esclaves, des prisonniers, peut-être même des volontaires cherchant à gagner une place au Valhalla par un acte de dévotion ultime. Les Völva, ces femmes chamanes respectées et craintes dans la société viking, auraient joué un rôle central. Elles entraient en transe, communiquaient avec les esprits, lisaient l'avenir dans les runes jetées. Les guerriers cherchaient leur bénédiction, leurs amulettes de protection, leurs prophéties de victoire.
Et les prophéties, selon les sagas, étaient favorables. Les dieux approuvaient cette entreprise. Le sang des LLA leur était promis. La victoire était assurée, à condition que les guerriers restent fidèles aux anciennes voies. À la fin de l'été 865, tout était enfin prêt. La flotte se rassembla, probablement quelque part au Danemark, peut-être près de l'actuel Copenhague ou dans les fjords norvégiens. Les chroniques ne nous donnent pas de chiffres précis sur le nombre de navires, mais pour transporter entre 1000 et 3000 guerriers plus l'infrastructure de soutien, il aurait fallu au moins 50 navires, peut-être jusqu'à 100 ou plus. Imaginez le spectacle, des dizaines de dracars aux voiles rayées, leurs proues sculptées représentant des dragons, des serpents, des aigles, tous ces symboles de puissance et de terreur. Les boucliers des guerriers étaient accrochés le long des côtés des navires, créant des murs de couleur rouge, jaune, bleu. Les bannières claquaient au vent, portant les symboles des différents chefs. Et puis ils partirent. Les rames plongèrent dans l'eau en rythme parfait, propulsant les navires hors des ports protégés vers la mer ouverte. Une fois en mer, les voiles furent hissées, capturant les vents favorables qui soufflaient vers l'ouest. La traversée de la mer du Nord n'était pas longue, quelques jours avec de bons vents, mais elle était dangereuse. Ces mêmes tempêtes qui avaient détruit les navires de Ragnar pouvaient frapper à tout moment. Mais les dieux étaient apparemment avec eux, car la flotte arriva intacte sur les côtes anglaises. Leur destination initiale n'était pas la Northumbrie, le royaume de leur ennemi juré LLA. C'était l'East Anglia, le royaume le plus oriental de l'Angleterre. Pourquoi ce choix stratégique? Ivar le Désossé, le cerveau tactique derrière l'opération, avait calculé soigneusement. L'East Anglia était relativement faible militairement, moins capable de résister qu'un royaume comme le Wessex au sud. Plus important encore, elle était riche en terres arables et en chevaux. Et les chevaux étaient exactement ce dont les Vikings avaient besoin. Leur tactique maritime traditionnelle ne suffirait pas pour conquérir des royaumes entiers. Ils avaient besoin de mobilité terrestre, de la capacité de frapper profondément à l'intérieur des terres, loin des rivières et des côtes. Ils avaient besoin de devenir une armée de cavalerie. Ainsi, à l'automne 865, la grande armée païenne débarqua en East Anglia, probablement près de l'actuel Thetford. Le roi Edmund d'East Anglia, confronté à cette force massive, fit ce que de nombreux rois anglo-saxons avaient fait auparavant face aux raids vikings, il tenta d'acheter la paix. Mais le prix qu'il dut payer n'était pas de l'argent ou de l'or. C'étaient des chevaux. Des centaines, peut-être des milliers de chevaux. Les chroniques anglo-saxonnes le disent clairement, là ils furent montés à cheval. Cette simple phrase marque un tournant dans l'histoire de la guerre viking. Pour la première fois, une armée viking massive était devenue mobile sur terre. Edmund espérait probablement que ce paiement ferait partir les Vikings, comme cela s'était produit dans le passé. Il se trompait terriblement. Au lieu de charger leurs navires de butin et de rentrer chez eux, les Vikings s'installèrent pour l'hiver. Ils construisirent un camp fortifié, établirent une base d'opération, et commencèrent à entraîner leurs guerriers à combattre à cheval. L'hiver 865 à 866 fut donc passé en préparation. Les Vikings, loin d'être les pillards opportunistes que les Saxons connaissaient, se révélaient être des conquérants patients et méthodiques. Pendant tout cet hiver, des messagers devaient aller et venir entre le camp viking et la Northumbrie. Ivar voulait savoir tout ce qui se passait dans le royaume de son ennemi. Et ce qu'il apprit dut le faire sourire. La Northumbrie était toujours déchirée par la guerre civile. LLA et Osbert se battaient toujours pour le pouvoir, leurs armées s'affrontant, leurs nobles divisés en factions rivales. C'était exactement la situation que Ivar pouvait exploiter. Un royaume uni aurait pu résister. Un royaume divisé serait une proie facile. Au printemps 866, quand la neige fondit et que les routes devinrent praticables, la grande armée païenne se mit en marche. Non pas en bateau cette fois, mais à cheval, à travers le cœur de l'Angleterre. Ils traversèrent la Mercie, le royaume central de l'Angleterre, sans rencontrer de résistance majeure. Le roi Burgred de Mercie, confronté à cette armée massive, choisit sagement de ne pas intervenir. Il laissa les Vikings passer à travers ces terres, probablement en échange de promesses qu'ils ne pilleraient pas. C'était une décision qui lui gagnerait du temps, mais qui scellait le destin de la Northumbrie. La destination était claire, York, la grande ville de la Northumbrie, ancienne forteresse romaine devenue centre commercial florissant. York était le cœur du royaume, sa ville la plus importante, son symbole de pouvoir. Et les Vikings allaient la prendre. Le voyage de l'East Anglia à York fut une démonstration de la nouvelle capacité opérationnelle des Vikings. Montés à cheval, ils pouvaient couvrir des distances que les armées vikings traditionnelles à pied n'auraient jamais pu parcourir. Ils se déplaçaient rapidement, frappaient sans avertissement, et pouvaient se disperser et se reformer avec une fluidité qui désorientait complètement les défenses saxonnes. Mais ce n'était pas simplement une course vers York. C'était une campagne calculée de guerre psychologique. Ivar le Désossé comprenait que la terreur était une arme aussi efficace que l'épée. Au fur et à mesure que l'armée avançait vers le nord,
des histoires de sa taille et de sa férocité la précédaient. Les réfugiés fuyaient devant elle, racontant des histoires exagérées de milliers de guerriers païens assoiffés de sang chrétien. Cette panique servait les objectifs d'Ivar. Plus les Saxons avaient peur, moins ils étaient susceptibles de résister efficacement. La route vers York traversait des terres agricoles fertiles, des forêts denses, et des collines ondulantes. Les Vikings pillaient en chemin, mais pas de manière aveugle. Ils prenaient ce dont ils avaient besoin, nourriture, fourrage pour les chevaux, otages pour l'information, mais ils évitaient la destruction gratuite. Pourquoi? Parce qu'Ivar pensait déjà à long terme. Ces terres, il voulait les posséder, les coloniser. Détruire complètement l'infrastructure agricole serait contre-productif. Mieux valait conquérir intact, puis exploiter. À York, pendant ce temps, la situation politique était chaotique. Le roi Elela et son rival Osbert étaient toujours en conflit ouvert. Leurs armées se faisaient face de part et d'autre de la rivière Ouse, chacun revendiquant le trône légitime de Northumbrie. Les nobles étaient divisés, certains soutenant Elela, d'autres Osbert. Les défenses de la ville étaient négligées, les troupes dispersées dans des conflits internes. C'était exactement le genre de désorganisation qu'une force d'invasion rêve de trouver. Les nouvelles de l'approche viking durent atteindre York plusieurs jours avant l'armée elle-même. Des messagers essoufflés, des fermiers fuyant leurs terres, tous apportaient le même avertissement, une armée païenne massive se dirigeait vers la ville. Mais Elela et Osbert, aveuglés par leur haine mutuelle, n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une réponse coordonnée. Elela contrôlait la ville elle-même. Osbert était quelque part à l'extérieur avec ses propres forces. Aucun des deux n'était prêt à céder le pouvoir à l'autre, même face à cette menace existentielle. Et puis, le 21 novembre 866, la grande armée païenne arriva aux portes de York. Les chroniques anglo-saxonnes sont remarquablement laconiques sur les détails de la bataille qui suivit. Elles disent simplement que les Vikings prirent la ville. Mais cette simplicité cache ce qui dut être une journée de chaos et de terreur absolue pour les habitants de York. York à cette époque était une ville de plusieurs milliers d'habitants, entourée de vieilles murailles romaines qui avaient été réparées et renforcées au fil des siècles. C'était une défense formidable en théorie, mais les défenses ne valent que ce que valent les hommes qui les tiennent. Et les hommes d'Elela, démoralisés par des mois de guerre civile, affaiblis par les divisions politiques, ne pouvaient pas tenir contre une armée viking déterminée et bien organisée. L'attaque viking fut probablement multiforme. Des groupes d'assaut auraient tenté de franchir les portes ou d'escalader les murs à plusieurs endroits simultanément, divisant les défenseurs. D'autres auraient utilisé des projectiles, flèches et javelots, pour clouer les défenseurs derrière les créneaux. Les Vikings étaient des experts dans ce type de combat d'assaut, ayant perfectionné leur technique pendant des décennies de raids à travers l'Europe. Ce qui fit vraiment la différence, cependant, fut peut-être la trahison. Dans une ville divisée par la guerre civile, il y avait forcément des factions qui voyaient les Vikings non comme des envahisseurs mais comme une opportunité. Peut-être que certains partisans d'Osbert, désespérés d'éliminer Elela, ouvrirent les portes de l'intérieur. Peut-être que des marchands, craignant pour leur vie et leurs biens, négocièrent une reddition. Nous ne savons pas avec certitude, mais ce qui est clair, c'est que la résistance s'effondra étonnamment rapidement. Quand les Vikings entrèrent dans York, ils ne la détruisirent pas immédiatement. Au lieu de cela, ils en prirent le contrôle méthodiquement. Les églises furent pillées de leurs trésors, certainement, car les Vikings ne voyaient aucune sainteté dans les lieux chrétiens. Mais les bâtiments eux-mêmes furent généralement épargnés. Les habitants furent soit tués s'ils résistaient, soit réduits en esclavage, soit simplement autorisés à rester s'ils se soumettaient. York devait rester fonctionnel car les Vikings avaient l'intention d'en faire leur base d'opération. Le roi Elela, réalisant que sa ville était perdue, s'échappa avec les restes de son armée. Il se réfugia quelque part dans la campagne northumbrienne, essayant désespérément de rassembler des forces pour une contre-attaque. Et c'est là que quelque chose de remarquable se produisit. Face à la catastrophe totale de l'invasion viking, Elela et Osbert mirent finalement de côté leur querelle. Ils réalisèrent que s'ils ne s'unissaient pas, ils perdraient tout. Une sorte d'alliance fragile fut forgée. Les deux rois, ou prétendants au trône, rassemblèrent toutes les forces qu'ils pouvaient mobiliser. Des nobles répondirent à l'appel. Des paysans furent levés. Une armée saxonne, peut-être quelques milliers d'hommes, se forma pendant l'hiver 866 à 867. Ivar, pendant ce temps, consolidait sa position à York. Il renforça les défenses, stocka des provisions, établit une garnison. Il savait que les Saxons reviendraient. Ils devaient revenir. Leur honneur, leur foi, leur terre, tout exigeait qu'ils tentent de reprendre leur ville. Et Ivar voulait qu'ils reviennent. Car il avait préparé un piège. La ville de York, que les Saxons penseraient reconquérir, deviendrait leur tombeau. L'hiver 866 à 867 fut long et dur. Dans la campagne enneigée de Northumbrie, le roi Elela et son ancien rival Osbert préparaient leur contre-attaque.
Ils avaient rassemblé chaque guerrier qu'ils pouvaient trouver, chaque noble avec ses hommes d'armes, chaque paysan capable de tenir une lance. C'était l'armée de la dernière chance, la défense désespérée d'un royaume au bord de l'extinction. Les deux rois savaient que s'ils échouaient, la Northumbrie cesserait d'exister en tant que royaume anglo-saxon indépendant. À York, maintenant rebaptisé Jorvik par ses nouveaux maîtres vikings, Ivar le Désossé attendait patiemment. Il avait transformé la ville en forteresse, renforçant les vieilles murailles romaines, stockant des armes et des provisions, établissant des points de défense stratégiques. Mais il n'avait pas l'intention de mener une défense purement passive. Non, Ivar avait quelque chose de beaucoup plus astucieux en tête. Le 21 mars 867, les armées saxonnes d'Elela et d'Osbert arrivèrent aux abords de York. Les chroniques anglo-saxonnes nous donnent quelques détails précieux sur ce qui suivit. Les Saxons virent que les Vikings tenaient la ville, mais ils étaient déterminés à la reprendre. Peut-être pensaient-ils que la surprise jouerait en leur faveur. Peut-être croyaient-ils que les Vikings, loin de chez eux, seraient démoralisés ou mal préparés. Quelle que soit leur raison, ils décidèrent d'attaquer immédiatement. Ce fut une erreur fatale. Ivar avait délibérément affaibli certaines sections des défenses, créant des points qui semblaient vulnérables. Il avait posté seulement une partie de sa force sur les murs, gardant la majorité cachée à l'intérieur de la ville. Quand les Saxons attaquèrent, ils trouvèrent initialement la résistance étonnamment faible. Ils franchirent les murs, peut-être à plusieurs endroits. Leur cri de victoire devait résonner alors qu'ils pénétraient dans la ville qu'ils croyaient reprendre. Mais c'était exactement ce qu'Ivar voulait. Les Saxons, dans leur excitation, se dispersèrent dans les rues étroites de York, perdant leur cohésion de formation. Et c'est alors que le piège se referma. Des rues latérales, des bâtiments, de derrière des barricades soigneusement placées, les guerriers vikings surgirent. Ils avaient l'avantage du terrain, la connaissance de chaque ruelle, de chaque impasse. Les Saxons, pris au piège dans un labyrinthe urbain qu'ils ne connaissaient plus, furent massacrés. La bataille devint rapidement un carnage. Les rues étroites ne permettaient pas les formations de boucliers traditionnelles qui donnaient aux Saxons leur meilleure chance. Au lieu de cela, c'était un combat de rue brutal, homme contre homme, hache contre épée, dans les espaces confinés où l'expérience et la férocité individuelle des guerriers vikings brillaient. Les Saxons se battaient avec courage, certainement, avec le désespoir d'hommes défendant leur dernier espoir. Mais le courage ne suffit pas face à une embuscade bien exécutée par des guerriers professionnels. Et puis vint le moment décisif. Au milieu du chaos de la bataille, les deux rois saxons tombèrent. Les chroniques disent simplement Asininga BGN Ofsegen, et là les deux rois furent tués. Cette phrase laconique cache ce qui dut être un moment de triomphe absolu pour les Vikings et de désespoir total pour les Saxons. Perdre un roi au combat était une catastrophe. Perdre les deux à la fois était apocalyptique. Comment moururent-ils exactement? Les chroniques anglo-saxonnes, écrites par des moines chrétiens, ne donnent aucun détail sur leur exécution. Elles reconnaissent seulement qu'ils moururent lors de la bataille pour York. Mais les sagas nordiques, écrites des siècles plus tard, racontent une histoire très différente pour au moins l'un d'entre eux, le roi Elela. Selon ces textes, Elela ne fut pas simplement tué au combat. Il fut capturé vivant. Et son destin allait devenir l'un des récits les plus controversés et horrifiants de l'histoire viking. Imaginez le roi Elela, couvert de sang et de sueur, son épée brisée, entouré de cadavres saxons et vikings. Autour de lui, ses derniers gardes du corps tombent un par un sous les haches vikings. Il sait que c'est la fin. Il a vu Osbert mourir quelques minutes plus tôt, abattu par une volée de javelots. Il est seul maintenant, le dernier rempart d'un royaume mourant. Les guerriers vikings l'entourent, mais ils ne le tuent pas immédiatement. Des ordres ont été donnés. Ce prisonnier spécifique doit être pris vivant. Des mains brutales l'attrapent, lui arrachent son armure, le jettent au sol. Ses bras sont attachés derrière son dos avec des cordes de cuir. Il est traîné à travers les rues ensanglantées de York, passant devant les corps de ses propres hommes, jusqu'à ce qui était autrefois son propre hall, maintenant occupé par Ivar le Désossé. Les sagas nordiques, en particulier la saga des fils de Ragnar et la saga de Ragnar au bras velu, décrivent ce qui se passa ensuite avec un détail qui fait froid dans le dos. Elela fut amené devant Ivar, qui était apparemment assis sur une sorte de chaise ou de trône portable, car sa condition physique l'empêchait de se tenir debout longtemps. Les frères de Ivar, Bjorn, Hub et Vitserk, étaient là aussi, regardant l'homme qui avait tué leur père. Selon ces récits, il y eut d'abord un moment de reconnaissance mutuelle. Elela savait qui étaient ces hommes. Il savait qui il était. Les fils de Ragnar rappelèrent à Elela comment il avait exécuté leur père, comment il l'avait jeté dans une fosse de serpents, comment il l'avait laissé mourir lentement dans l'agonie. Elela, à son crédit, ne nia pas et ne supplia pas. Selon les sagas, il resta défiant jusqu'au bout, acceptant que sa mort était venue. Mais la mort qu'Ivar et ses frères avaient planifiée pour lui n'allait pas être rapide ou miséricordieuse. Si les sagas disent vrai,
LLA allait subir l'une des méthodes d'exécution les plus notoirement brutales jamais conçues, l'aigle de sang. Ici, nous devons faire une pause et aborder franchement une question historique controversée. L'aigle de sang a-t-il vraiment existé? Ou était-ce une invention littéraire, une exagération poétique, un malentendu de vers complexe mal interprété par des auteurs ultérieurs? Le débat académique sur cette question dure depuis des décennies. En 1984, l'historienne Roberta Frank publia un article influent arguant que l'aigle de sang était probablement un mythe, résultant de malentendus répétés de la poésie skaldique complexe. La poésie viking utilisait des métaphores élaborées appelées kenning. Une phrase comme l'aigle a marqué le dos pourrait simplement signifier que le cadavre fut laissé pour que les oiseaux charognards le dévorent, une image commune dans la littérature de bataille. Les auteurs de sagas ultérieures, écrivant des siècles après les événements, auraient pu prendre ces métaphores littéralement et créer une description d'une méthode d'exécution rituelle qui n'avait jamais vraiment existé. D'autres historiens ont défendu l'historicité du rituel, arguant que les descriptions étaient trop cohérentes à travers différentes sources pour être simplement inventées. Et puis, en 2022, une étude interdisciplinaire publiée dans la revue académique Speculum a abordé la question d'un angle entièrement nouveau. Au lieu de demander cela s'est-il produit, les chercheurs ont demandé cela aurait-il pu être fait. L'équipe, composée de scientifiques médicaux et d'un historien, a analysé les descriptions médiévales du rituel avec des connaissances anatomiques modernes. Ils ont utilisé des logiciels de modélisation anatomique pour simuler ce qui se passerait réellement si quelqu'un tentait d'effectuer un aigle de sang sur un corps humain. Leurs conclusions furent surprenantes. Le rituel, tel que décrit dans sa forme la plus complète, était anatomiquement possible à réaliser avec les outils disponibles à l'époque viking. Cependant, la victime serait morte très rapidement au début de la procédure par exsanguination ou suffocation, ce qui signifie que les étapes ultérieures, la formation des côtes en aile et l'extraction des poumons, auraient été effectuées sur un cadavre, pas sur une victime vivante. L'étude a également examiné le contexte socioculturel. Les Vikings de l'élite pratiquaient effectivement des mutilations spectaculaires de corps humains, y compris lors d'exécutions ritualisées. Des sépultures déviantes ont été découvertes archéologiquement, comme le squelette d'une noble décapitée au Xe siècle à Birka, enterrée avec sa tête entre son bras et son torse, sa mâchoire manquante remplacée par une mandibule de cochon. Si de telles pratiques macabres faisaient partie de la culture d'élite viking, alors l'aigle de sang, bien qu'extrême, n'était pas totalement hors de caractère. Donc, que s'est-il réellement passé avec le roi LLA? La vérité honnête est que nous ne savons pas avec certitude. Les chroniques anglo-saxonnes contemporaines, notre source la plus fiable, ne mentionnent que sa mort lors de la bataille pour York. Elles ne décrivent aucun rituel de torture. Les sagas nordiques, écrites des siècles plus tard, décrivent l'aigle de sang en détail, mais elles sont notoirement peu fiables comme source historique factuelle, mêlant souvent légende et réalité. Ce que nous pouvons dire, c'est ceci: si l'aigle de sang a été effectué sur LLA, voici ce qui se serait passé, basé sur les descriptions des sagas et l'analyse anatomique moderne. LLA aurait été placé face contre terre, peut-être attaché à un cadre en bois ou retenu par plusieurs hommes forts. Un guerrier qualifié, probablement Bjorn selon certaines sources, aurait pris une lame aiguisée, peut-être une épée ou un type spécial de fer de lance que les Vikings possédaient. La première coupe aurait été faite le long de la colonne vertébrale, ouvrant la peau et les muscles du dos de haut en bas. Cette seule coupe aurait causé une douleur atroce et des saignements massifs. Ensuite, et c'est là que cela devient techniquement difficile, les côtes auraient dû être séparées de la colonne vertébrale. Ce n'est pas une tâche simple même avec des outils modernes. Les côtes sont attachées à la colonne vertébrale par des articulations et des ligaments robustes. Pour les détacher, il faudrait soit les fracturer soit couper très précisément à travers le tissu conjonctif. L'étude de 2022 suggère qu'un type particulier de fer de lance viking, avec un crochet peu profond, aurait pu être utilisé pour dézipper les côtes de la colonne vertébrale, un peu comme ouvrir une fermeture éclair. Un tel outil aurait pu rendre le processus plus rapide, bien que toujours extrêmement brutal. À ce stade, LLA serait presque certainement mort ou mourant. La douleur aurait causé un choc. La perte de sang aurait été massive. Et plus important encore, une fois que les côtes sont détachées et que la cavité thoracique est ouverte par l'arrière, les poumons s'effondrent. La victime ne peut plus respirer. La mort par suffocation suit en quelques minutes au maximum. Les étapes finales décrites dans les sagas, écarter les côtes pour former des ailes et retirer les poumons pour les disposer sur les épaules de la victime, auraient donc été effectuées sur un cadavre. C'était, selon l'analyse moderne, essentiellement une mutilation post-mortem à des fins rituelles et d'exposition. L'image qui en résultait serait horrifiante. Un corps humain avec les côtes ouvertes comme des ailes d'aigle, les poumons visibles ou extraits, le tout créant un spectacle macabre destiné à terroriser quiconque le voyait. Pourquoi l'appeler aigle de sang? L'association avec l'aigle était significative dans la culture nordique. L'aigle était l'un des animaux associés à Odin,
le Dieu suprême. Sur les champs de bataille, les aigles et les corbeaux descendaient pour se nourrir des morts, et donc dans la poésie viking, ils étaient les bêtes de bataille. En façonnant un corps humain pour ressembler à un aigle, les fils de Ragnar auraient fait de Hellela un sacrifice à Odin, tout en le marquant publiquement comme leur ennemi vaincu. Il y a aussi un symbolisme de retournement. Hellela avait tué Ragnar par les serpents, des créatures rampantes, basses, associées au poison et à la trahison. Les fils de Ragnar auraient transformé Hellela en aigle, un oiseau noble mais ici perverti, une créature ailée mais incapable de voler, un symbole de la façon dont les puissants peuvent tomber. C'était de la vengeance comme performance artistique macabre. Les sagas décrivent également comment le corps d'Hellela, après l'exécution, fut ramené à l'endroit où Ragnar avait été jeté dans la fosse aux serpents. Là, il fut exposé publiquement, un message clair à tous ceux qui verraient, voici ce qui arrive à ceux qui tuent les chefs vikings. La vengeance viking n'était pas seulement personnelle, elle était publique, didactique, conçue pour établir et maintenir la réputation et le pouvoir. Mais même si nous acceptons que quelque chose ressemblant à l'aigle de sang a été effectué, il y a une question importante à considérer. Cette méthode d'exécution était-elle aussi horrible que les descriptions le suggèrent? La réponse dépend de notre perspective. Pour un public moderne, avec nos sensibilités concernant les droits humains et la cruauté, c'est absolument horrifiant. Mais pour un guerrier du IXe siècle, viking ou saxon, la violence rituelle faisait partie intégrante de la culture. Les Saxons eux-mêmes pratiquaient des exécutions publiques brutales. Ils pendaient, mutilaient, et torturaient selon leurs propres lois. La différence avec l'aigle de sang n'était peut-être pas tant le degré de cruauté que le style et le symbolisme. Ce qui est indéniable, que l'aigle de sang ait été littéralement effectué ou non, c'est que le roi Hellela mourut aux mains des fils de Ragnar à York en mars 867. Et sa mort, quelle que soit sa forme exacte, représentait le point culminant d'une vengeance implacable. Les fils avaient tenu leur promesse. Leur père était vengé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car il y avait un autre homme qui avait joué un rôle dans la mort de Ragnar, un homme plus puissant et plus dangereux que Hellela, le roi Ecgbert de Wessex. Le roi Ecgbert de Wessex était très différent du roi Hellela de Northumbrie. Là où Hellela était brutal et direct, Ecgbert était subtil et manipulateur. C'était un roi qui avait survécu et prospéré dans le monde meurtrier de la politique anglo-saxonne du IXe siècle en étant plus intelligent que ses ennemis, pas nécessairement plus fort. Et sa relation avec Ragnar Lodbrok avait été complexe, fascinante, et ultimement tragique pour les deux hommes. Selon certaines traditions historiques et sagas, Ragnar et Ecgbert s'étaient rencontrés lors de raids vikings antérieurs. Au lieu de simplement combattre, ils avaient négocié. Ecgbert, reconnaissant en Ragnar un homme d'intelligence et de vision, avait même proposé de lui accorder des terres en Angleterre pour s'installer avec ses guerriers. C'était une stratégie intelligente, transformer des ennemis en alliés, créer un tampon de colons vikings loyaux contre d'autres menaces. Mais quelque chose avait mal tourné. Les détails exacts sont flous et contradictoires selon les sources, mais la conclusion était claire. La confiance fut trahie, des guerriers vikings furent massacrés, et Ragnar finit par être capturé et livré à Hellela pour exécution. Le rôle précis d'Ecgbert dans la mort de Ragnar est débattu. Les sagas le dépeignent comme le cerveau derrière le complot, l'homme qui a manœuvré pour capturer Ragnar puis l'a livré à Hellela pour que la Northumbrie porte la culpabilité du meurtre tandis que le Wessex restait techniquement innocent. Si cette version est vraie, alors Ecgbert était le véritable bourreau de Ragnar, même si ce fut Hellela qui jeta physiquement le viking dans la fosse aux serpents. Quand la grande armée païenne arriva en Angleterre en 865, Ecgbert savait que la vengeance finirait par frapper à sa porte. Il était un homme intelligent, capable de lire les schémas de l'histoire. Il avait vu les Vikings conquérir la Northumbrie. Il savait que le Wessex serait le prochain. Mais Ecgbert avait un avantage que Hellela n'avait jamais eu, le temps de se préparer et l'intelligence pour comprendre ses ennemis. En 867, après la chute de York et la mort d'Hellela, la grande armée païenne se tourna vers le sud. Elle se déplaça en Mercie d'abord, prenant le contrôle de Nottingham et établissant un camp d'hiver là-bas. Les Vikings consolidaient leur contrôle sur le nord et le centre de l'Angleterre, forgeant des alliances avec certains royaumes saxons tout en menaçant d'autres. C'était une stratégie de conquête progressive, méthodique. Le Wessex, sous Ecgbert puis son fils Telred et son petit-fils Alfred, le futur Alfred le Grand, se préparait à la tempête inévitable. Des fortifications furent renforcées. Des alliances furent négociées. L'armée fut entraînée et équipée. Mais Ecgbert savait que cela ne suffirait pas. La grande armée était trop puissante, trop bien organisée. Le Wessex pourrait résister pendant un temps, mais la défaite semblait inévitable. C'est dans ce contexte qu'Ecgbert prit une décision extraordinaire. En 868, alors que la pression viking s'intensifiait et que sa santé déclinait, il abdiqua en faveur de son fils Telred et se retira dans un monastère. Ce n'était pas simplement une retraite pieuse d'un vieil homme. C'était un mouvement politique calculé.
En devenant moine, Ecgberht se plaçait techniquement sous la protection de l'Église. Il espérait peut-être que cela lui donnerait une certaine immunité contre la vengeance viking. Mais il y a une autre version des événements, racontée principalement dans la série télévisée Viking mais inspirée de certains éléments des sagas. Selon cette interprétation dramatique, Ecgberht, sachant que les Vikings viendraient pour lui, choisit de contrôler sa propre mort. Plutôt que de subir l'humiliation et la torture d'être capturé, il négocia avec les fils de Ragnar. Il offrit de leur léguer le Wessex entier s'il lui permettait de mourir de ses propres mains. Les fils de Ragnar, en particulier Ivar, auraient pu voir la valeur de cette proposition. Une transition pacifique du pouvoir leur donnerait la légitimité qu'une conquête brutale ne pourrait jamais fournir. Ecgberht, dans cette version, prit un bain chaud, ouvrit ses propres veines, et mourut paisiblement, échappant ainsi au destin horrible de son comparse Elela. La réalité historique est probablement moins dramatique. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'Ecgberht mourut en 868, probablement de cause naturelle ou d'un suicide rituel. Ses fils et petits-fils continuèrent la lutte contre les Vikings, avec un succès variable. Le Wessex ne tomba jamais complètement sous contrôle viking comme le firent la Northumbrie et une grande partie de la Mercie. Alfred le Grand, petit-fils d'Ecgberht, réussirait finalement à arrêter l'expansion viking et à établir un équilibre des pouvoirs qui durerait des décennies. Le contraste entre les morts d'Elela et d'Ecgberht est frappant et instructif. Elela mourut dans la violence et l'humiliation, victime de sa propre brutalité et de son manque de prévoyance politique. Ecgberht, l'homme plus intelligent, échappa au pire de la vengeance viking en jouant le jeu politique jusqu'à la fin. Cette différence illustre une leçon importante sur le monde viking. La force brute comptait, certainement, mais l'intelligence et la diplomatie comptaient tout autant. Pour les fils de Ragnar, la mort d'Ecgberht, quelle que soit sa forme, marquait la fin de leur quête de vengeance personnelle. Les deux hommes principalement responsables de la mort de leur père étaient morts. Mais la grande armée païenne n'avait aucune intention de rentrer en Scandinavie. Au contraire, elle allait transformer sa campagne de vengeance en une conquête permanente, remodelant le paysage politique de l'Angleterre pour les siècles à venir. La mort du roi Elela en 867 et celle d'Ecgberht en 868 marquèrent la fin de la phase de vengeance de la grande armée païenne, mais ce n'était que le début de leur impact sur l'histoire britannique. Ce qui avait commencé comme une expédition punitive allait se transformer en une colonisation massive qui redéfinirait l'identité même de l'Angleterre. Après la conquête de York, rebaptisée Jorvik, les Vikings se répandirent méthodiquement à travers le nord et l'est de l'Angleterre. Ils ne se contentaient pas de piller et de partir comme les raiders vikings d'antan. Ils s'installaient. En 869, selon les chroniques anglo-saxonnes, l'armée quitta York et se dirigea vers la Mercie, s'emparant de Nottingham. L'année suivante, ils retournèrent en East Anglia, le royaume qui les avait initialement hébergés. Cette fois, ils n'étaient pas des invités. Ils étaient des conquérants. Le destin du roi Edmund d'East Anglia illustre parfaitement la brutalité de cette phase de conquête. Edmund était le roi chrétien pieux qui avait initialement fourni des chevaux aux Vikings en 865, espérant les apaiser. En 870, quand les Vikings revinrent exigeant plus, Edmund refusa. Il choisit de résister, de défendre son royaume et sa foi. La bataille qui suivit fut désastreuse pour les Saxons. L'armée d'Edmund fut écrasée, et le roi lui-même fut capturé. Ce qui arriva ensuite est entré dans la légende chrétienne. Selon les récits hagiographiques écrits par les moines qui vénéraient Edmund comme martyr, les Vikings lui demandèrent de renoncer à sa foi chrétienne et de devenir leur vassal. Edmund refusa catégoriquement. En représailles, il fut attaché à un arbre et utilisé comme cible par les archers vikings. Son corps fut criblé de flèches, comme Saint Sébastien dans l'iconographie chrétienne. Finalement, il fut décapité, et selon la légende, sa tête fut jetée dans les buissons pour que les loups la dévorent. Mais les légendes chrétiennes ultérieures racontent que la tête d'Edmund appela miraculeusement ici, ici, pour guider ceux qui la cherchaient, et qu'un loup la protégea jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. Edmund fut rapidement canonisé, devenant Saint Edmund, et l'endroit de son martyre, Oxen dans le Suffolk, devint un lieu de pèlerinage. Plus tard, une abbaye majeure fut construite sur le site où son corps fut inhumé, donnant naissance à la ville de Bury-Saint-Edmund. L'exécution d'Edmund, que ce soit exactement de cette manière ou pas, marqua la fin de l'East Anglia en tant que royaume saxon indépendant. Les Vikings la divisèrent et la colonisèrent, établissant des fermes et des villages. Les noms de lieux modernes dans cette région témoignent encore de cette colonisation viking. Les endroits se terminant en by, un suffixe nordique signifiant village, comme dans Derby, Grimsby, Whitby, ou Thorpe, signifiant hameau, parsèment la carte de l'Est de l'Angleterre, marquant les territoires où les colons scandinaves s'établirent. En 871, la Grande Armée se divisa. Ce n'était pas une dissolution par défaite mais une division planifiée basée sur le succès.
Une partie de l'armée, menée par Halfdan Ragnarsson, se dirigea vers le nord, conquérant définitivement la Northumbrie et distribuant les terres entre les guerriers vikings pour qu'ils s'y installent comme fermiers et seigneurs. L'autre partie, sous le commandement de Guthrum, un chef viking qui n'était pas un fils de Ragnar mais qui était devenu un leader majeur de l'armée, se tourna vers le sud-est, attaquant le Wessex. Cette période, de 871 à 878 environ, vit une guerre presque constante entre les Vikings et le Wessex d'Alfred le Grand. C'était une lutte existentielle pour les deux côtés. Alfred, qui avait hérité du trône dans des circonstances désespérées, prouva être un adversaire formidable. Il adapta les tactiques saxonnes pour contrer la mobilité viking. Il construisit un réseau de forteresses appelé Bure à travers le Wessex, créant des refuges et des bases d'opération. Il réforma l'armée saxonne, créant une force permanente qui pouvait répondre rapidement aux raids vikings. La guerre atteignit son point culminant en 878 quand Guthrum lança une attaque surprise en plein hiver, s'emparant de Chippenham et forçant Alfred à fuir dans les marais du Somerset. C'est de cette période que vient la légende célèbre d'Alfred brûlant les gâteaux, se cachant incognito chez une paysanne qui lui demanda de surveiller ses gâteaux pendant qu'elle sortait, et Alfred, absorbé dans ses pensées stratégiques, les laissa brûler. Mais Alfred ne resta pas caché longtemps. Il rassembla ses forces, appela Sétan à le rejoindre, et en mai 878, il affronta Guthrum à la bataille d'Eddington. Ce fut une victoire décisive pour Alfred. Guthrum, vaincu mais pas annihilé, fut forcé de négocier. Le résultat fut le traité de Wedmore en 878, l'un des documents les plus importants de l'histoire anglaise. Le traité établit ce qui devint connu comme le Danelaw, littéralement la loi danoise. C'était une ligne de démarcation à travers l'Angleterre, courant approximativement de Chester au nord-ouest à Londres au sud-est. Au nord et à l'est de cette ligne, les Vikings contrôlaient le territoire. Ils pouvaient s'y installer, gouverner selon leurs propres lois, pratiquer leur propre religion. Au sud et à l'ouest, Alfred contrôlait le Wessex et les territoires saxons restants. Guthrum, comme partie du traité, accepta de se convertir au christianisme. Alfred lui-même fut son parrain lors du baptême, un geste symbolique de réconciliation et d'alliance. Le Danelaw ne représentait pas simplement une division politique. C'était une frontière culturelle. Dans les territoires vikings, la langue nordique se mélangea avec le vieil anglais, créant des dialectes distinctifs. Le système juridique viking, avec ses assemblées du Ting et ses codes de compensation pour les crimes, coexista avec les traditions juridiques saxonnes. Les noms de lieux changèrent. Les modèles d'établissement changèrent. En quelques générations, une nouvelle culture hybride anglo-scandinave émergea, particulièrement dans des villes comme York, Lincoln, et les 5 boroughs de Leicester, Nottingham, Derby, Stanford et Lincoln. Les fils de Ragnar eux-mêmes suivirent des chemins différents après la Grande Conquête. Ivar le Désossé, selon certaines sources, retourna en Irlande où il continua sa carrière de chef viking, contrôlant Dublin et menant des raids à travers l'île. Il mourut probablement au début des années 870, laissant un héritage de ruses et de succès stratégiques inégalés parmi les leaders vikings de son époque. Bjorn Côte de Fer, selon les sagas, mena des expéditions en Méditerranée, pillant la côte de l'Espagne mort et attaquant même des villes en Italie et en Afrique du Nord. Son destin final est incertain, certaines sources suggérant qu'il retourna en Scandinavie pour devenir roi de Suède. Hub s'installa apparemment en Angleterre, devenant l'un des seigneurs vikings du Danelaw. Son nom survit dans certains toponymes anglais. Hvitserk et Sigurd sont encore plus obscurs dans les archives historiques, leurs destins individuels perdus dans la brume du temps. Mais collectivement, les fils de Ragnar avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient vengé leur père de la manière la plus complète possible. Ils avaient non seulement tué ses bourreaux mais conquis leur royaume, effacé leur dynastie, et établi une présence viking permanente en Angleterre. La vengeance s'était transformée en héritage. L'impact de la grande armée païenne sur l'Angleterre ne peut être surestimé. Linguistiquement, des centaines de mots anglais modernes viennent du vieux norrois, sky, egg, window, knif, husband, law. La langue anglaise elle-même a été profondément influencée par le contact avec les langues scandinaves. Juridiquement, des concepts vikings comme le jury et certaines formes de propriété foncière ont été intégrés dans le système anglais. Génétiquement, les études ADN modernes montrent une contribution scandinave significative dans les populations du nord et de l'est de l'Angleterre. Sur le plan politique, la menace viking força les royaumes saxons à s'unifier. Alfred le Grand et ses successeurs construisirent progressivement sur les fondations du Wessex pour créer un royaume unifié d'Angleterre. Ironiquement, les invasions vikings qui auraient pu détruire l'Angleterre finirent par la forger. Sans la menace existentielle posée par la grande armée païenne, l'unification politique de l'Angleterre aurait pu prendre des siècles de plus, si elle s'était produite du tout. Et au cœur de tout cela se trouvait une histoire de vengeance. La mort d'un homme, Ragnar Lodbrok,
dans une fosse aux serpents en 865, avait déclenché une réaction en chaîne qui remodela un pays entier. Ses fils, animés par l'honneur familial et la rage, avaient mené une invasion qui changea le cours de l'histoire britannique. Les bourreaux de Ragnar, Elela et peut-être Egbert, payèrent le prix ultime. Mais leur châtiment n'était qu'un chapitre dans une histoire beaucoup plus grande de conquête, colonisation et transformation culturelle. Alors que nous terminons cette histoire, que devrions-nous retenir? Les Vikings n'étaient pas les barbares unidimensionnels que la propagande chrétienne médiévale décrivait parfois. Ils étaient des stratèges sophistiqués, des navigateurs habiles, des colonisateurs patients, et oui, parfois des guerriers brutaux. Mais pas plus brutaux que leurs contemporains saxons, francs ou byzantins. La violence de l'âge viking n'était pas exceptionnelle pour son époque, elle était simplement mieux documentée par ses victimes lettrées. La grande armée païenne représentait le summum de la capacité organisationnelle viking. Elle prouvait qu'avec un leadership fort, des objectifs clairs, et une planification minutieuse, les Nordiques pouvaient non seulement piller mais conquérir et tenir des territoires. Cette leçon ne fut pas perdue sur les générations suivantes de chefs vikings. Dans les décennies et siècles qui suivirent, d'autres arrivèrent en Angleterre, en France, en Russie, créant des royaumes vikings durables. Et à travers tout cela, le fantôme de Ragnar Lodbrok planait. Que l'homme ait été réel ou largement légendaire, son histoire devint un symbole puissant. Elle racontait que même les plus grands guerriers peuvent tomber, mais que leur héritage, porté par ceux qui laissent derrière, peut changer le monde. Les fils de Ragnar ne se contentèrent pas de venger leur père. Ils inscrivirent son nom dans l'histoire de manière indélébile. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'un des chapitres les plus fascinants et brutaux de l'histoire viking, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour plus de contenu explorant les vérités cachées du passé. L'histoire de la grande armée païenne nous rappelle que les actions d'individus, motivés par la vengeance, l'honneur ou l'ambition, peuvent façonner le destin de nations entières. Les bourreaux de Ragnar ont payé pour leurs crimes, mais le prix fut bien plus grand que leur propre mort. Il fut mesuré en royaumes conquis, en cultures mélangées, et en siècles de transformation historique. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler des Vikings, rappelez-vous l'histoire de la grande armée païenne. Rappelez-vous comment la mort d'un homme a déclenché une invasion. Rappelez-vous comment la vengeance s'est transformée en conquête. Et rappelez-vous que l'histoire, aussi sanglante soit-elle parfois, est façonnée par des êtres humains réels avec des émotions réelles, des familles réelles, et des rêves d'immortalité qui résonnent encore aujourd'hui, plus de 1000 ans après que leurs os se soient transformés en poussière. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits historiques captivants. Likez la vidéo si vous avez aimé, et laissez en commentaire vos idées de vidéos, quelle bataille antique voulez-vous voir ensuite? Merci d'avoir regardé, et à bientôt.